Ce qui attend la Française, si vous voulez, c'est une cure d'austérité absolument phénoménale, comme je vous l'ai dit il y a un an, et ça sera la même chose, ça sera même pire, je pense, que ce que les Grecs ont vécu. Et toute cette génération de mai 68 qui aujourd'hui est à la retraite, eh bien c'est celle-là qui vous disait « Ah bah le capitalisme, vive le marxisme, le léninisme et que sais-je encore, l'autogestion ». Ils votent pour le banquier Rothschild et pour le candidat du mondialisme de Davos, de Klaus Schwab et de la Banque Centrale Européenne et de Madame van der Leyen. C'est paradoxal, mais c'est assez drôle si ce n'était absolument tragique. Alors, donc c'est une société française, si vous voulez, qui se voit en train de mourir, oui, mais au lieu d'avoir une spiritualité, en fait, ils ont remplacé la spiritualité par un banquier de Rothschild. C'est quand même absolument hallucinant. Et les Européens veulent mettre en place la même politique que la Chine. C'est terrifiant d'ailleurs observer ce qu'ils se font en ce moment avec l'Europe. Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour Miss Ying. Et bienvenue encore une fois à l'émission Esprit français. Non, bah, écoutez, c'est très très gentil à vous. Je suis très flatté et très honoré de participer à votre émission qui aujourd'hui est de plus en plus suivie. Ah, merci beaucoup Pierre. Et aujourd'hui, nous allons parler du président Macron, car il est réélu pour 5 ans de plus. Oui. Et aussi l'avenir de la France. Et tout au début, avant de commencer, j'aimerais juste partager avec vous une petite séquence de vidéo de notre interview il y a un an, c'est-à-dire l'année dernière, au mois de juillet. On a parlé de ce sujet. Donc nous sommes dans le même état que la Grèce en 2009. On sait qu'à partir des élections présidentielles, c'est-à-dire après 2022, après le mois de mai 2022, il y aura une politique d'austérité qui va s'abattre sur la France, qui va être terrifiante, mais littéralement terrifiante. Est-ce que ce futur terrifiant est arrivé? Oui, absolument, hélas. Hélas, pour une raison très simple. C'est quelque chose de comptable. C'est de la comptabilité pure. L'endettement de la France aujourd'hui officiel est à 130%, alors que tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui à 160%. Et à nouveau, comme je vous le disais il y a un an, aujourd'hui la France est exactement dans l'état qu'avait la Grèce en 2009-2010, et à partir du moment où elle a subi une crise d'austérité absolument phénoménale qui lui a été imposée par l'Allemagne, ne l'oubliez pas, par la Banque Centrale Européenne, par le FMI et par la Banque mondiale. Et ce qui fait, si vous voulez, que 30% des jeunes Grecs ont quitté le pays entre 2010 et 2016 pour aller travailler dans d'autres pays, notamment à Dubaï, en Australie, etc. Ou même en Asie centrale, par exemple au Kazakhstan, en Azerbaïdjan. Voilà, ils ont quitté leur pays parce qu'il n'y avait plus de travail, parce que toutes les boutiques étaient en faillite. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Vous connaissez l'avenue Victor Hugo à Paris, vous savez, elle part de l'Étoile, puis elle s'aventure dangereusement dans le 16e arrondissement de Paris. Eh bien, j'invite tous vos spectateurs et spectatrices qui habitent à Paris, allez voir, c'est une promenade, donc avenue Victor Hugo, vous partez de l'Étoile, de la place de l'Étoile, et comptez le nombre de magasins vides à louer, de magasins abandonnés, de magasins à vendre, de magasins où le rideau est tout le temps baissé. Pardon. Et vous allez voir, malheureusement, que c'est une hécatombe. Et ce que j'ai vu il y a peut-être 4 jours, 3 jours, 4 jours, eh bien, je l'ai vu en Grèce en 2010 lors de mes divers reportages à Athènes. Donc, ce qui s'est passé à Athènes, eh bien, la France en a pris le chemin. Et ça va être absolument épouvantable. Et je vous rappelle, par exemple, alors je me souviens plus si c'était en 2014, 2015 ou 2016, peu importe, qu'à un moment donné, la Grèce a interdit
donc c'est le gouvernement de M. Tsipras, a interdit aux Grecs de retirer plus de, je vous dis ça de mémoire, 50 ou 100 euros par semaine aux distributeurs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient, ceux qui avaient par exemple des coffres en banque, dans leur banque pour mettre, je sais pas, leurs bijoux, des titres de bourse, etc., ils n'avaient même pas le droit d'y aller. La seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était de retirer de l'argent aux distributeurs et qui était limité pour les Grecs. Les touristes, eux, pouvaient sortir plus d'argent. Voilà. Vous retrouverez tous les reportages que j'avais faits dans l'onglet reportages sur quotidien.com. C'est très important de comprendre ça. Et je vais vous reparler d'autre chose, parce que c'était en parallèle. Chypre, n'oubliez pas, Chypre est un paradis fiscal. C'est le paradis fiscal, c'est l'équivalent, on va dire, du Luxembourg ou du Liechtenstein pour cette partie de l'Europe, c'est-à-dire Bulgarie, Grèce, Serbie, Israël, voilà, de ce bassin méditerranéen. Et donc, les Russes, par exemple, les Libanais, mettaient leur argent dans des banques chypriotes. Eh bien, rappelez-vous, les banques chypriotes ont été mises en faillite et toute leur trésorerie a été saisie, et en particulier celle des Russes. Voilà. Donc déjà, vous voyez, c'était déjà latent. Donc maintenant que M. Macron a obtenu son deuxième mandat, grâce à Mme Le Pen, qui est franchement, je ne comprends même pas pourquoi elle s'est présentée, mais bon, pourquoi pas, si c'était pour faire élire Emmanuel Macron. Maintenant, la France est dans un danger géostratégique, dans le sens où, pour ma part, j'ai accusé à plusieurs reprises Emmanuel Macron d'être un agent américain, de travailler uniquement pour les intérêts des États-Unis et de l'OTAN, et en conséquence de quoi, la France risque effectivement de participer à cette troisième guerre mondiale que veulent les Américains, voilà, pour se protéger eux-mêmes. Selon vous, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les Français? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver pour les Français? Pour les Français, ça va être... alors, vous avez vu que M. Macron avait déclaré qu'il n'avait pas d'argent pour les hôpitaux, ni pour les infirmières, ni pour personne, ni pour les vieux, et ainsi de suite. Mais il a déjà trouvé 800 millions, ou je ne sais plus combien. Enfin, en tout cas, il a déjà trouvé 200 millions d'euros d'armement qu'il a envoyé en Ukraine. Et c'est autant qu'ils ne serviront pas, si vous voulez, aux hôpitaux français, ou aux écoles, aux dispensaires ou aux EHPAD. Voilà. Je trouve ça extrêmement triste. Mais la guerre, si vous voulez, ceux qui fabriquent des armements, si vous voulez, sont prioritaires, bien entendu, sur ceux qui guérissent les blessés de guerre. C'est assez, c'est pas très original. C'est vieux comme le monde, si je peux dire. Ce qui attend la Française, si vous voulez, c'est une cure d'austérité absolument phénoménale, comme je vous l'ai dit il y a un an, et ça sera la même chose, ça sera même pire, je pense, que ce que les Grecs ont vécu. Voilà. Parce que les Grecs, si vous voulez, n'avaient pas une protection sociale comme on a en France. Vous voyez, et déjà, ça a été très très dur pour les Grecs. Alors, vous imaginez que dans un pays qui a une protection sociale quand même qui est là depuis 70 ans, je peux vous dire que là, ça va être violent. Et très sincèrement, regardez le paradoxe. Monsieur Macron n'a été élu que par 25% des Français. 25% uniquement. Les 75% autres sont un mélange de la France insoumise, donc de l'extrême gauche, de Madame Marine Le Pen, donc de la droite, on va dire un peu extrême, pas extrême, mais à droite, et de Zemmour, qui est de droite. Donc c'est quand même des mouvements extrêmes. Et paradoxalement, il est élu en obtenant la voix de l'extrême gauche. C'est comme si Lénine vous avait demandé finalement aux Russes de voter pour le tsar. C'est la même chose. C'est quand même, c'est quand même assez surréaliste. Salvatore Dali aurait pu faire un tableau absolument extraordinaire. Vous connaissez le tableau de Salvatore Dali. 6 apparitions de Lénine sur un piano. Alors, et ensuite, il y a un deuxième phénomène, parce que vous savez que Emmanuel Macron est marié à Brigitte Macron, donc ils ont quand même quasiment 30 ans de différence. Donc ça s'appelle gérontophilie. Donc, vous savez, il y a des personnes qui aiment
je veux dire, leur attirance sexuelle, c'est avec vraiment les très jeunes, et puis il y a d'autres, c'est leur attirance sexuelle, c'est avec les très âgés. Voilà, bon, pourquoi pas. Tous les goûts sont dans la nature, dans ce domaine. Mais le fait qu'il soit gérontophile, enfin qu'il apprécie les personnes âgées, eh bien, qu'est-ce que vous avez obtenu? Tous les EHPAD, toutes les personnes âgées de France d'abord ont voté Macron. Je veux dire, Macron n'a été élu que par les EHPAD et par les retraités. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est hallucinant. C'est-à-dire que la partie, les Français qui travaillent, qui sont dans la fleur de l'âge ou dans la force de l'âge, peu importe comment on le prend, hein, eh bien eux, je vais dire, leur candidat a disparu. C'est Macron, si vous voulez, c'est le candidat des Français qui ont fait mai 68. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein, c'est ceux qui ont jeté des pavés sur les CRS en disant il est interdit d'interdire, ainsi de suite. Et toute cette génération de mai 68 qui aujourd'hui est à la retraite, eh bien c'est celle-là qui vous disait ah bah le capitalisme, vive le marxisme, le léninisme et que sais-je encore, l'autogestion. Ils votent pour le banquier Rothschild et pour le candidat du mondialisme de Davos, de Klaus Schwab et de la Banque Centrale Européenne et de Madame van der Leyen. Non mais c'est incroyable quoi. Non, c'est vrai que quand on a 20 ans, on n'a pas les mêmes idées, le moteur n'est pas le même, et quand on est à la retraite, si vous voulez, on s'approche de la mort, donc on veut de la protection, et Macron est leur protection ultime face à la mort. Voilà. Donc c'est une société française, si vous voulez, qui se voit en train de mourir, oui, mais au lieu d'avoir une spiritualité, en fait, ils ont remplacé la spiritualité par un banquier de Rothschild. C'est quand même absolument hallucinant. Je veux dire, au Moyen-Âge, on construisait des cathédrales. Hein. Notre-Dame, c'est le résultat, si vous voulez, de tous ces compagnons, de tous les marchands qui ont financé la construction de Notre-Dame et d'ailleurs toutes les autres églises, hein, Chartres, Strasbourg, partout en Europe, hein, en Italie, c'est la même chose. Parce qu'ils comptaient, si vous voulez, sur après la mort, vous voyez, la vie après la mort, donc dans le domaine spirituel. Et là, vous avez la génération de 68 qui était marxiste, léniniste, communiste, lambertiste, trotskiste et Dieu seul sait quelle autre version, marque de l'extrême gauche, qui, tout ce qu'ils ont trouvé, si vous voulez, comme sauveur de l'après-vie, si vous voulez, c'est un banquier Rothschild. C'est paradoxal, mais c'est assez drôle si ce n'était absolument tragique. Alors, justement, ça me fait aussi réfléchir le résultat du premier tour, la montée de Mélenchon. Et comment vous... c'est-à-dire, déjà, la première chose, c'est je ne comprends pas pourquoi les deux partis principaux de gauche et droite en France sont complètement comment dire, écroulés. Alors, je vais l'expliquer parce que c'est extrêmement simple. À nouveau, je l'ai compris, si vous voulez, parce que j'ai fait les reportages justement en Grèce à plusieurs reprises, donc après que la crise financière ait frappé la Grèce. Que s'est-il passé, si vous voulez, en Grèce comme en France? Les situations étaient les mêmes. Hein. Vous aviez le Parti socialiste et le parti, on va dire, démocrate, voilà, parti de droite et de gauche classique. Par exemple, le Parti socialiste grec, c'était le PASOK. Toutes ces parties, si vous voulez, c'était l'oligarchie grecque, exactement comme en France. Eh bien, que s'est-il passé? Je crois c'était quand on avait fait notre interview il y a un an, le Parti socialiste grec, le PASOK, s'est effondré lors des élections, alors je ne sais plus si c'était législative ou présidentielle, peu importe. Le PASOK n'avait obtenu que, alors de mémoire, hein, je vous dis, je crois que c'est 1,8% ou 2%. Et qu'est-ce que vous avez observé avec Madame Hidalgo, qui représentait le Parti socialiste? Elle a obtenu 1,8. C'est-à-dire que la crise sociale, financière, si vous voulez, a détruit les partis classiques qui ont refusé, première chose, de reconnaître la crise, de reconnaître le rôle des banques, et surtout en disant aux citoyens, attention, là il y a une crise financière, nous devons prendre des mesures difficiles, etc. L'expliquer aux gens, quoi, tout simplement. Ils ne l'ont pas expliqué aux gens, et ils ont été laminés, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et qu'est-ce que vous avez observé là, au premier tour des présidentielles? Exactement la même chose. C'est-à-dire la montée des extrêmes
Et l'élimination, regardez par exemple Mme Pécresse, elle a été éliminée, elle n'a même pas fait ses 5%. Elle n'aurait jamais imaginé faire moins de 5%. C'est pour ça qu'elle s'est endettée, personnellement, pour 5 millions. Alors maintenant, elle fait la manche au feu rouge, vous savez, comme les Roumains. Ouais. C'est terrible. Vous voyez. Donc c'est la même situation que là, simplement les Grecs. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'endettement du pays est en relation avec les résultats des partis politiques classiques. Voilà. Et donc, et ça vous confirme à nouveau ce que je vous ai dit il y a un an. Ça vous l'a confirmé, ces élections, vous l'en verrez. C'est-à-dire, au bout d'un an, effectivement, ben voilà, les politiques françaises sont au même niveau, ont été rétamées exactement comme les politiques grecques qui ont fait la sourde oreille et qui ont refusé d'entendre le cri du peuple, tout simplement. Hein, voilà. C'est terrible. Et donc, maintenant, si vous voulez, ça va être une montée en puissance de la colère en France, parce que vous avez cette année l'hyperinflation qui a déjà commencé, donc j'en ai déjà parlé, donc qui a commencé en juin, qui a commencé même avec le Covid, avril-mai 2020, hein, ne l'oubliez pas. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est en train de prendre des proportions complètement délirantes. Donc, moi, je dis simplement, octobre, novembre, décembre, enfin surtout septembre, octobre, novembre 2022, vont être extrêmement difficiles. Et exactement ce que j'avais dit à l'époque, que s'est-il passé là, vous pouvez retrouver même mes analyses avant les élections de la première fois de Macron. Qu'a-t-il obtenu? Sinon, une révolte du peuple avec l'arrivée des Gilets jaunes qu'il n'avait jamais calculé. Jamais. Avec le mouvement de Jacqueline Moreau, que Jacqueline Moreau a lancé sur Facebook en prenant simplement son Facebook en disant hey, monsieur Macron, là, ça commence à bien faire vos augmentations de taxes sur le pétrole, hein, parce que moi je conduis ma voiture. Et qu'est-ce que vous avez observé là? Il y a une analyse très intéressante qui a été faite sur le vote pour Marine Le Pen. Hein, pour Marine Le Pen. Eh bien, les analyses politiques ont constaté, grâce aux cartes, si vous voulez, avec les couleurs, etc., que plus vous êtes éloigné d'une ville, d'une grande ville, d'accord, et donc plus vous avez besoin de prendre votre voiture, et plus les gens votent Marine Le Pen. C'est aussi simple que ça. Le même phénomène a été observé en Angleterre, lorsqu'il y a eu le référendum, si vous voulez, pour ou contre le Brexit. Vous voyez, c'est-à-dire que les grandes villes ont voté pour on reste dans l'Europe, etc., blabla, alors que la périphérie, ceux qui étaient éloignés des grandes villes, qui étaient les abandonnés, il faut le dire comme ça, les abandonnés du mondialisme, voilà, eux, ils ont voté pour le Brexit. Et c'est exactement, vous observez la même chose aujourd'hui sur la cartographie de ce deuxième tour des élections présidentielles. Voilà, tout simplement. Et vous parlez justement tout à l'heure la colère des Gilets jaunes. Parce que pour eux, c'est tout sauf Macron. Est-ce que vous pensez que ce résultat de réélection peut provoquer des troubles civils en France? Votre question est effectivement très pertinente. D'ailleurs, elle est même tellement pertinente, si vous voulez, que regardez ce qui s'est passé à Marseille, à Lyon, à Paris. Le soir même du résultat, vous avez eu tout un tas de jeunes qui ont commencé à tout casser à Montpellier, à Lyon, etc., dans d'autres villes, parce qu'ils ne supportaient pas, si vous voulez, de reprendre pour 5 ans déjà, ils ne supportaient pas d'avoir le choix entre Macron et Le Pen, vous voyez. C'est d'un côté le mondialisme, et de l'autre côté, si vous voulez, quelqu'un qui ne sait pas où elle va, vous voyez, en disant je veux interdire le voile, je veux quitter l'Europe, mais je veux y rester, enfin, qui n'a jamais été clair sur ce qu'elle voulait, qui en plus a raté son débat. Mais déjà, les jeunes, les très jeunes, donc 18-20 ans, hein, ont commencé déjà à tout casser le lendemain du premier tour, et plus encore, là, au deuxième tour. Donc ça vous annonce, si vous voulez, ce qui va se passer. Vous vous rendez compte, Macron, il vient d'être élu, il y a déjà les mecs qui cassent tout. C'est quand même incroyable, quoi. Et je veux dire, on ne peut pas avoir de meilleure confirmation, si vous voulez, de ce que je vous ai annoncé, expliqué, pardon, il y a un an, et de ce que je vous dis maintenant. Voilà.
Et votre question, pardon, est extrêmement pertinente et la réponse, elle est dans les images que vous avez vues il y a hier soir. Voilà, oui, c'est ça, hier soir. BFM, par exemple, les télés BFM et CNews n'en ont parlé que ce matin vers 11h de midi, oui, mais pas le matin, pas très tôt le matin. Et tout à l'heure, en fait, vous avez parlé justement de l'entêtement de la France. Et oui. Quand on parle du bilan économique de Macron, j'ai vu en fait au niveau de PIB, il y a une hausse de 30 ou 40 milliards d'euros. Mais au niveau de la dette, il y a une augmentation de 500 milliards. C'est bien ça? 600. Oui. Donc en fait, c'est 20 fois plus. Oui, donc, vous savez, le bilan comptable, vous pouvez tricher sur tout sauf sur un bilan comptable. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la France est clairement en faillite. Elle est en faillite exactement comme les États-Unis sont en faillite. Aujourd'hui, la France continue à fonctionner, comme l'Italie et l'Espagne d'ailleurs, mais surtout l'Italie, uniquement parce que la Banque Centrale Européenne de Mme Christine Lagarde continue à fabriquer de la fausse monnaie en permanence. Je veux dire, ils impriment à quantité nucléaire. J'ai déjà dit 1000 fois. Je veux dire, moi j'imprime la monnaie, je vais racheter Paris, puis ensuite je vais racheter Lyon, Marseille, etc. J'ai aucun problème avec ça. On se demande d'ailleurs même pourquoi on travaille. Je veux dire, la Banque Centrale Européenne pourrait nous payer tous les mois à ce qu'on reste chez nous, par exemple. Vous voyez ? Parce que c'est ce qu'elle fait. Elle ne fait que racheter, si vous voulez, des obligations, de la dette, des bons du trésor d'États comme la France ou l'Italie, dont personne ne veut, dont aucun trader ne veut véritablement, ou des obligations d'entreprises privées. Le bilan de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui est quasiment proche, écoutez bien, de 10 trilliards. Je pense d'ailleurs que, là on est au mois d'avril, je pense qu'en juin on touchera, je pense qu'au 1er juin on touchera les 10 trilliards. Voilà. Trilliards, je dis bien avec un T, comme Thérèse. Voilà. Non mais c'est important de comprendre ça. 10 trilliards, vous vous rendez compte ? 10 trilliards. Ça veut dire que nos enfants et nos petits-enfants, et voire nos futurs arrière-petits-enfants, ou devant-enfants, sont déjà endettés. Mais c'est comme... Là, je reviens à nouveau sur la Grèce, parce que la Grèce, si vous voulez, c'est le modèle scientifique de tout ça. N'oubliez pas. Aujourd'hui, les hommes politiques grecs n'ont aucun pouvoir. Ils ne sont là que pour faire la marionnette, quoi, pour dire aux citoyens, on est là, on fait semblant de... Mais la totalité, si vous voulez, des grandes décisions à Athènes sont prises soit à Francfort, soit Francfort, donc la Banque Centrale Européenne, bien sûr, soit à Berlin. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la Grèce appartient et est pilotée par l'Allemagne. Mais c'est normal. Bismarck, hein, le Bismarck avait déjà voulu racheter Corfou aux Grecs. Vous voyez, donc, ce n'est que, oui, finalement, ils ont racheté la Grèce entière. Au début, ils voulaient l'île, et maintenant, ils ont racheté tout, ils contrôlent tout le pays. Et c'est pour ça, si vous voulez, que la Grèce a été obligée de vendre toutes ses îles. Hein. Elle a vendu toutes ses îles. Vous vous rendez compte ? Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Elle a vendu ses îles, ses ports, ses aéroports, ses usines. Elle a loué des territoires aux États-Unis et ainsi de suite. Voilà, je veux dire, il n'y a plus aucun centre de décision. La même chose attend la France. Voilà. Exactement la même chose. C'est-à-dire, ça peut arriver vraiment dans les 5 ans à venir ? Ah, tout à fait. Ah, mais tout à fait. Regardez, par exemple, la Grèce ne s'est jamais remise, si vous voulez. La Grèce, écoutez, de ce que j'ai vu récemment, la Grèce est endettée, écoutez bien, jusqu'en 2060. Jusqu'en 2060, elle est endettée. Voilà. 2060. C'est-à-dire qu'elle ne fait que rembourser des banques, etc. La Grèce a émis des bons du Trésor sur 100 ans, ce qu'on appelle le bon du Trésor Jeanne d'Arc. Hein, vous voyez, si Jeanne d'Arc avait connu le principe du bon du Trésor, elle aurait pu lever des armées considérables, partant du principe qu'elle rembourserait
le siècle d'après, quoi. C'est voilà, c'est triste, mais c'est ce qui attend la France et les Français, c'est ce qui attend d'ailleurs aussi l'Italie, je précise. Et donc, pour masquer tout ça, à nouveau, eh bien, s'il y a trop de révoltes, s'il y a trop de gilets jaunes qui vont sortir, qui vont se révolter, etc., on va vous dire qu'il y a un nouveau virus, machin, etc., confinement, télétravail, patati, patata, voilà. Et donc, interdiction de sortir, de se regrouper, de manifester. C'est extraordinaire. Il se passe la même chose en Chine. Regardez bien, il se passe la même chose en Chine. Et les Européens veulent mettre en place la même politique que la Chine. C'est terrifiant d'ailleurs d'observer ce qu'ils se font en ce moment avec l'Europe. Voilà ce qui attend les Français. Donc 50 plus, là, moi, je pense que là, il va finir le travail tranquillement. La retraite à 65, voire 70 ans, qui sait, ou même la suppression, si vous voulez, de tous les avantages sociaux qui ont été établis par De Gaulle, le général De Gaulle et le Conseil national de résistance à la libération, la sécurité sociale pour tous, la retraite pour tous, les soins pour tous, et ainsi de suite. Tout ça, ça va être... ils veulent privatiser. D'ailleurs, ils ont commencé à privatiser les fonctionnaires. Regardez ce qu'a fait Macron, par exemple. Juste entre deux tours, il a supprimé le corps diplomatique. Tranquille, il n'y a pas eu de révolte de la part des diplomates. Bon, en même temps, les diplomates, qu'est-ce que vous voulez qu'ils se révoltent avec une flûte de champagne dans la main droite et un petit four dans la main gauche et avec des Ferrero en chocolat à portée de main, quoi. Voilà. Mais suppression, c'est-à-dire que désormais, tout le monde pourra être diplomate. À l'américaine, il est en train d'américaniser la France. Les soins, les hôpitaux, tout ça, ça va devenir totalement privé parce que ce sont les Américains qui exigent ça de lui, tout simplement. La même chose en Italie, la même chose en Espagne, la même chose en Grèce, etc. Ne l'oubliez pas, parce que je pense que c'est le meilleur résumé que je peux vous faire, ainsi qu'à vos spectateurs et spectatrices. 1945, on fait un petit retour en arrière. 1945. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez deux blocs. Vous avez d'un côté les Russes qui ont donc battu les Allemands. Ils ont remonté l'Ukraine, ils ont libéré l'Ukraine, ils ont libéré la Tchécoslovaquie, ils ont libéré la Serbie, enfin tous ces pays. Voilà. Et ils ont repoussé les Allemands jusqu'à Berlin, d'accord ? Et de l'autre côté, vous avez les Américains qui ont débarqué donc en France et qui ont traversé la France et ensuite ils sont passés en Allemagne. Donc vous aviez les deux armées face à face, vous voyez ? Et bien, tout ça, vous l'avez encore aujourd'hui. Les Américains considèrent qu'ils ont libéré la France, donc que la France leur appartient, d'une certaine façon. Voilà. Et les Russes considèrent qu'ils ont libéré l'Ukraine et que l'Ukraine leur appartient, ainsi que tous les autres pays, bien sûr. La même chose pour l'Italie, pour les Américains. Voilà. Ils ont libéré l'Italie, la Sicile, ça nous appartient. Alors, eux les font beaucoup plus intelligemment que les Russes. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez tout ça qui est ressorti d'un seul coup. C'est-à-dire que les Russes ont dit « touche pas l'Ukraine, c'est ma chasse gardée », et les Américains, d'abord, ils contrôlent la France, déjà, et puis ils veulent aller plus loin, ils veulent reprendre l'Ukraine et tout le reste aux Russes. Donc c'est une continuité, si vous voulez, de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qu'avait dit Patton déjà à l'époque, le général Patton. Il en voulait beaucoup, si vous voulez, aux généraux à Eisenhower, de ne pas l'avoir laissé aller encore plus loin, et même en Russie. Il était prêt à aller jusqu'à Moscou, lui. Donc tout ça, si vous voulez, est remonté d'un seul coup à la surface, et aujourd'hui, vous avez les préparatifs pour la Troisième Guerre mondiale. Et tout à l'heure, vous avez évoqué justement la réforme des retraites. Oui. Vous pensez que ça va passer comme la Grèce ? Parce que je me souviens, vous m'avez dit, la Grèce, le montant de retraite, c'est divisé par 3. Exactement. Je vous avais donné l'exemple, j'avais plusieurs exemples, mais l'exemple qui m'avait le plus marqué, à l'époque, quand j'étais à Athènes, quand j'avais fait le reportage, mon tout premier reportage, c'était un pilote de chasse de l'armée de l'air grecque. Donc c'est pas, vous voyez, c'est un pilote de chasse quand même, vous voyez, c'est assez, c'est un cadre supérieur, c'est quelqu'un de, voilà, qui devrait quand même avoir une belle retraite. Donc, alors je vous donne ça de tête,
je crois qu'il avait une retraite de 1 500 € et il s'est retrouvé avec 500 €. C'est-à-dire que la première chose qu'avaient fait les Allemands, le FMI, et François Hollande, hein, n'oubliez pas, François Hollande à l'époque était président, et c'est lui qui les a poussés, et donc ils ont baissé les retraites, etc. Et c'est ce que va faire Macron, là, pendant les 5 ans. C'est la méthode grecque, c'est déjà pulvériser les retraites, hein, qu'ils crèvent, s'en foutent, eux ils sont jeunes, hein, et Macron, lui, n'a pas d'enfants, donc il ne peut même pas comprendre ce que c'est que d'avoir des enfants. Vous voyez, donc ils ont dit, voilà, on va démolir les retraites, déjà on va assainir, et c'est comme ça qu'on va assainir les comptes publics. Voilà, c'est le même plan, c'est le plan grec qui va être appliqué à la France. Voilà. C'est tout simple. Bah, du coup, comment on peut sauver l'économie française? Déjà, aujourd'hui, pour sauver l'économie française, là, on est mal parti. Là, je vous le dis, avec Macron au pouvoir, ça sera impossible de le sauver, parce que lui, si vous voulez, sa tâche, c'est de la détruire. Donc, maintenant, il y a seule une révolution française qui pourrait effectivement permettre de sauver la situation. C'est tout. Je vois rien d'autre. C'est maintenant, si vous voulez, c'est le Titanic, quoi. On est parti avec, on sait que ça va couler. Bon, c'est déjà en train de couler, et c'est il va achever le truc. Et le pire, vous savez ce que c'est? Non, mais c'est ça qui est amusant quelque part. C'est que ce sont les retraités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les retraités qui ont élu Macron dans la majorité, et c'est eux qui vont être les premières victimes de Macron. C'est des stupides. Mais c'est là où Macron a été très intelligent et très malin, et son équipe. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour garder Marine Le Pen, alors que le parti de Marine Le Pen était en faillite totale. Elle était en faillite totale. Non, vous voyez, et c'est Macron qui l'a sauvée en sous-main, afin que le Rassemblement national ne continue à exister jusqu'au présidentiel, afin que Marine Le Pen soit au deuxième tour contre lui. À partir du moment où il avait Marine Le Pen contre lui, il savait qu'il avait gagné. Et, je vous l'ai dit, je l'ai dit dans maintes interviews, et ça je le dis depuis 6 ans. Donc voilà, c'est rien de sorcier, parce que tous les analystes politiques le savaient très bien également. Et du coup, c'est bien triste qu'il n'y a pas de solution avec Macron. Non, il n'y a aucune solution avec Macron, là c'est clair. Non, mais je vous le dis, vous savez, il n'y avait aucune solution pour les Grecs. Il n'y avait aucune solution pour les Grecs. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où votre dette est tenue, si vous voulez, par des pays étrangers qui demandent l'exécution des contrats, d'accord? La France est en faillite. Elle ne peut pas rembourser ses bons du Trésor au Japon, aux Chinois, par exemple. Les Chinois, je crois qu'ils possèdent, de mémoire, je pense que c'est 10 ou 15% de la dette française. Hein, voilà. La France ne peut pas dire à la Chine, on fait un défaut de paiement, voilà, c'est fini, on est en faillite, on ne peut plus vous rembourser. C'est comme un crédit que vous ne remboursez pas, ou que je ne rembourse pas, ou que le spectateur ne rembourse pas. Donc, alors même si pour un pays c'est différent, mais la situation est la même. Vous voyez? Donc, pour assainir les finances d'un pays, il faut massacrer les retraités, ne plus les payer, ou alors leur jeter des os, hein, ou quelques centimes. Voilà. Et là, vous pouvez rembourser la dette. Voilà. Et vous pensez que ça va le faire? C'est-à-dire les gens vont laisser Macron aller jusqu'au bout, cette réforme des retraités? Alors ça, je ne sais pas, parce que c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui sur quotidien.com, enfin ce matin. C'est ce que j'ai publié, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez quelqu'un qui peut quand même faire la différence à un moment donné ou à un autre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, la CGT, la CFDT, Force ouvrière, enfin tous les syndicats que vous connaissez, ils peuvent bloquer le pays. C'est-à-dire que si effectivement la gauche se met d'accord, elle peut bloquer le pays comme elle l'a déjà fait il y a très longtemps, en 1994-95. Et à partir de ce moment-là, Macron sera obligé de s'adapter. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc de toute façon, là, il n'y a pas 150 solutions. C'est soit la violence, soit la grève. C'est les deux seules choses qui pourront empêcher Macron d'exécuter tous les plans que les Américains veulent qu'il fasse. Et ça me fait penser, Mélenchon a appelé les Français à l'élire Premier ministre. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Il a parfaitement compris la situation. C'est-à-dire que
personne, les Français ont compris, si vous voulez, que les députés d'En Marche sont une bande de débiles mentaux, hein, qui ont été élus par on ne sait pas comment, dans la première vague, la première élection de Macron. On a vu, si vous voulez, qu'ils étaient incompétents, idiots pour la majorité, pas tous, mais pour la très grande majorité, totalement incompétents. Et donc, ils n'ont pas bonne presse. Leurs permanences politiques sont régulièrement cassées, abîmées, aspergées de crottes ou détruites, tout simplement, ou ils mettent le feu. Enfin bon, vous voyez à quel point En Marche est populaire, c'est quand même incroyable. Voilà. C'est le président le plus impopulaire qui a finalement été élu grâce à Marine Le Pen. C'est pour ça que quelque part Marine Le Pen est une criminelle, hein, parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer, mais elle a quand même laissé faire. Mais bon. Et donc là, cette fois-ci, les Français ne voteront pas pour les députés En Marche. Ils vont voter justement pour Mélenchon, ils vont voter éventuellement pour Marine Le Pen, enfin pour le Rassemblement, pour Éric Zemmour, voilà, et éventuellement pour les Républicains. Voilà. Ça va être les élections législatives vont être très intéressantes, parce que c'est à partir de là que Macron pourra voir exactement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est le frein à main. Voilà. Aujourd'hui, les Français n'ont plus de volant, ils n'ont plus de frein, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus accès à rien, ni la climatisation. Si, il y a la climatisation, on leur parle que du climat. Voilà, le frein à main, si vous voulez, c'est les élections législatives. S'ils votent massivement pour la gauche, Mélenchon peut devenir effectivement Premier ministre. Il y a cohabitation et tous les plans de Macron sont bloqués. Voilà. Mais est-ce que la France... Attention, vu comment Mélenchon, si vous voulez... Vous savez, Mélenchon, c'est quand même, n'oubliez pas, c'est une grande gueule. Hein, ce qu'on appelle entre guillemets, en français, une grande gueule. C'est-à-dire que il faut s'y faire. Vous voyez, il a un côté Mussolini. Hein, il est à la tribune, il est là, toujours le menton levé, avec le poing levé, etc. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces cinémates qui datent des années 40. Et quand il rencontre Macron par hasard dans la rue à Marseille, hein, alors qu'il l'avait insulté la veille, hein, dans une vidéo où je vous l'assemblais, là, en face avec Macron, il dit « Ah, bonjour, monsieur le président, vous allez bien ?» Vous voyez, vous avez la vidéo, vous pourrez la mettre en incrustation parce que c'est devenu célèbre. Voilà, donc moi, personnellement, je me méfie de Mélenchon parce que je ne suis pas certain, si vous voulez, que... on a vu l'exemple en Grèce, Tsipras a trahi le peuple grec, lui qui était d'extrême gauche, et de la même façon, Mélenchon trahira le peuple français, lui qui est d'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche finit toujours par trahir le peuple. Voilà, mais c'est-à-dire la France avec Macron président, Mélenchon le Premier ministre, en fait, ça va encore empirer c'est encore pire en fait pour les Français. Oui, c'est encore pire, mais bon, moi, le seul avantage que ça a, c'est de bloquer les plans, si vous voulez, hégémoniaux et mondialistes de Macron, enfin, et surtout le plan américain, quoi, de Davos et de Klaus Schwab. Extrême gauche communiste. Bah, vous avez vu quand même que Mélenchon, comme Fabien Roussel du Parti communiste français, vous ont parlé du climat. Moi, je pensais que le Parti communiste, il s'occupait, si vous voulez, des pauvres, des ouvriers qui triment. Bah, moi, j'étais resté quand même là. Hein. Je suis peut-être idiot, hein, c'est possible. Hein. C'est une variante du virus communiste. Le communiste se battait pour le climat. Vous voyez, c'est nouveau pour moi. Voilà. Tout est bon, en fait. Tous les outils sont bons pour manipuler les gens, en fait. Ça, c'est aussi tout à fait. Non, voilà. Tout à fait. Donc, vous n'oubliez pas, Tsipras a trahi le peuple grec. Il a trahi. Voilà. L'extrême gauche trahit toujours. Macron, justement, comme vous dites, lui, il a un résultat quand même, bilan catastrophique, mais il a quand même réélu pour 5 ans de plus. Et ça, c'est depuis quand même 20 ans. C'est la première fois depuis 20 ans. C'est difficile à comprendre quand même. C'est difficile à comprendre, mais regardez ce qui s'est passé avec Chirac, avec Le Pen. Chirac a été élu à 80%, et pourtant, à l'époque, tout le monde disait piquer-pendre de Chirac. Mais Chirac se retrouve au deuxième tour face à Le Pen. Alors là, stop au fascisme. Voilà. Et donc, il a été élu avec 80% des voix.
C'est très bien. Hein, ils ont trouvé le truc. Hein, c'est-à-dire garder, si vous voulez, un ennemi, comment dire, Marine Le Pen, hein, parce qu'avec elle, vous êtes sûr d'être élu. Donc vous la gardez bien au chaud. Hein. Là, le parti Emmanuel Macron a tout intérêt à garder le parti de Madame Le Pen bien vivant dans les 5 prochaines années. Macron ne se présentera pas, mais ça sera peut-être Édouard Philippe ou quelqu'un d'autre, et on va nous refaire le coup de Marine Le Pen contre Édouard Philippe. C'est comme ça. Donc, justement, vous avez écrit un livre enquête sur l'existence des anges gardiens. Vous pensez on est bien éloigné du sujet. Oui, mais qui sont les anges qui sont des anges gardiens pour Macron? Ah, mais vous savez, tout le monde a un destin. C'est très important, si vous voulez. Là, on est dans le domaine spirituel, mais tout le monde, je veux dire, Emmanuel Macron, comme Emmanuel Macron, comme tout le monde, d'ailleurs, un ange gardien. L'ange gardien ne se soucie pas de politique. Lui, sa politique, si vous voulez, c'est de protéger l'être qui lui est confié et de lui permettre d'accomplir son destin. Voilà, grosso modo, c'est ça. Il est là pour ça et rien d'autre. Voilà, il n'a pas de considération morale sur le bien ou le mal. On va dire ça comme ça. La preuve. Si vous lisez, par exemple, mon livre Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets, qu'est-ce que vous observez? Que Adolf Hitler a été sauvé d'une mort certaine 50 fois de suite. 50 fois. Et qu'il entendait même des voix dans sa tête. Tant et si bien, si vous voulez, que ça avait même complètement surpris les services secrets américains de l'époque. À l'époque, ça s'appelait OSS, hein, qui est devenu CIA. Et dans mon livre, vous avez le rapport de la CIA, enfin, de OSS, pardon. OSS de l'époque. Où ils reconnaissent qu'effectivement, Hitler a été sauvé à plusieurs reprises de manière inexplicable de la mort parce qu'il entendait des voix dans sa tête qui lui disaient ne va pas là parce que ça va exploser, et ainsi de suite. Là, j'invite vos spectateurs à lire Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets. C'est pas une biographie d'Hitler, hein, c'est pour montrer simplement comment la faillite des 3 grandes banques allemandes a amené Hitler au pouvoir, et rien d'autre. Hein, voilà. C'est la faillite des 3 plus grandes banques allemandes qui a permis à Adolf Hitler de prendre le pouvoir. Point, c'est tout. En revanche, il y a un point très intéressant dans le livre, c'est l'hyperinflation allemande, justement, de la planche à billets, de la République de Weimar, et que maintenant on commence à voir ici, n'est-ce pas? Donc le destin de Macron, ou la mission de Macron, ça peut-être... Il accomplit sa mission, si vous voulez. Vous savez, j'ai discuté avec une sage-femme et elle m'a expliqué que dans leur métier, il y avait quelque chose, vous savez, chaque métier a ses petits secrets. Mais les sages-femmes, il y a les sages-femmes positives et les sages-femmes négatives. C'est curieux. C'est-à-dire les sages-femmes positives, quand elles accouchent, tout se passe bien. Et les sages-femmes négatives, quand elles accouchent la personne, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème, ou alors il faut faire une césarienne, ou il faut prendre les ciseaux et découper. Enfin bon, je vous passe les détails. Hein, voilà. Mais moi, c'est un sujet qui m'avait fasciné, parce que et comme c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a exercé pendant 25 ans ou 30 ans, donc il y avait vraiment l'expérience de la chose, et qui m'a dit ça. Et ça fait partie, si vous voulez, des secrets. Et donc, oui, vous avez des personnes positives, vous avez des personnes négatives. Vous savez, n'oubliez pas, dans une ampoule, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un atome positif qui court après un atome négatif, hein, ou l'inverse, et c'est l'énergie qu'il déploie, hein, qui fait de la lumière. Donc voilà, c'est ce qui fait avancer le monde, et ça dépasse certainement notre compréhension, mais en tout cas, la Révolution française, elle, a fait sérieusement avancer les choses, et donc je pense que nous sommes à la veille d'une nouvelle révolution de toute manière, parce que le peuple se révoltera n'ayant plus rien dans le frigidaire. C'est tout. Voilà. Et en fait, il y a aussi beaucoup de parents qui ont peur que Macron fasse vacciner leurs enfants. Écoutez, ils ont voté massivement pour les bourgeois. Regardez les votes. Regardez par exemple le vote de Paris 75-017 ou Paris 75-016 ou Paris 75-07. Hein? Qu'est-ce que vous voyez?
Vous voyez, Macron a 80% des voix quasiment, si ce n'était pas 90% des voix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont voté massivement pour la 4e dose, la 5e, la vaccination des enfants. Ils ont voté pour le plan Davos à travers Macron. C'est remarquable ce qui a été fait là. Je félicite à nouveau Marine Le Pen, c'est une criminelle. Mais bon, voilà, c'est tout. Et au niveau de démocratie, en fait, j'ai vu, il y a une enquête, enfin, il y a une étude, il a marqué en 2021, la France a été rétrogradée au statut de démocratie défaillante, selon une étude britannique. Quel est votre constat, en fait, sur la perte de liberté en France? Ah, mais je suis tout à fait d'accord, mais moi je le vois, si vous voulez, en tant que journaliste. Je veux dire, si on m'avait dit, sincèrement, je suis journaliste depuis que j'ai l'âge de 23 ans ou 24 ans. J'en ai 62 aujourd'hui. Si on m'avait dit qu'un jour je serais l'un des journalistes les plus censurés en Europe et surtout en France, je ne l'aurais jamais cru. C'est quelque chose de tout à fait absolument incroyable. Il y a une privation de liberté pour des journalistes indépendants, ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque où on avait une presse où tous les journaux, vous aviez par exemple le Matin de Paris, il était de gauche, vous avez l'Aurore, il était au centre, le Figaro qui était à droite, vous avez Minute qui était à l'extrême droite, le Canard enchaîné qui était à gauche ou parfois à droite. Alors que maintenant, vous avez une presse, en fait, il n'y a plus de presse, ils sont tous plus ou moins au milieu. Et vous avez vu que l'État paye les journaux. Macron a donné 666 millions, rappelez-vous, c'était en 2020, je crois que c'était en juin 2020. Il a donné 666 millions à la presse. Et chaque année, il a rajouté 400, puis 500, puis 800 millions à la presse. Donc aujourd'hui, la presse est tenue, mais en fait, il n'y a plus d'informations, c'est une information homogénéisée. Et les journalistes qui ne sont pas dans la doxa, eh bien, sont interdits de télévision, sont interdits de radio nationale. Je ne vous parle même pas de moi, je vous parle par exemple de Zemmour avant qu'il devienne candidat. Il était interdit d'antenne sur France Inter, France Info, etc. Voilà. Mais il n'y avait pas que lui d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais pourquoi à la base vous êtes censuré? Vous êtes devenu un journaliste plus censuré en France? Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que je fais partie, si vous voulez, des 7 ou 8 personnes en 2008 qui ont expliqué que Wall Street allait exploser. Hein. Moi, je l'ai expliqué en février-mars 2008. On était très peu nombreux à l'époque. Il y avait Ambrose Evans Pritchard du Télégraphe de Londres. Il y avait Peter Schiff qui était aux États-Unis. Il y avait Nouriel Roubini qui était un économiste turc qui était à Las Vegas. Alors j'en oublie. Il y avait Gerald Celente à New York. Hein, voilà. Il y avait peut-être Julian Tett dans le Financial Times. Moi à Paris. Et Max Kaiser, qui était également à Paris à ce moment-là, mais qui vivait en Angleterre. Voilà, on était moins de 10 à expliquer à tout le monde que tout le système financier allait exploser. C'est ce qui s'est passé en septembre 2008. Vous voyez, donc nous, on l'a annoncé 6-8 mois à l'avance. Et à partir de ce moment-là, Max Kaiser, moi-même, ou même Ambrose Evans Pritchard, nous avons été censurés. C'est-à-dire que, par exemple, Ambrose m'a expliqué que sa fiche Wikipédia a été démolie, déconstruite, à un moment donné supprimée, remise, enfin avec des fausses informations, etc., pour le décrédibiliser. La même chose pour Max Kaiser, par exemple. Max Kaiser n'a plus jamais été invité à France TV, par exemple, alors qu'il l'était encore en 2008. Moi, je l'étais à l'époque encore en 2007-2008, et à partir de ce moment-là, c'était terminé. Et comme j'ai maintenu, si vous voulez, mes analyses, et que je les ai renforcées, ben, je suis devenu le journaliste le plus... voilà, ils ont même ils ont même supprimé ma fiche Wikipédia pendant 5 ans, 6 ans même, alors qu'elle était là depuis 12 ans. J'ai écrit plein de livres, je suis traduit dans 6-7 langues. Je veux dire, je pense en tant qu'écrivain, je peux avoir ma fiche Wikipédia. Moi, je m'en fous. J'ai vécu avant sans ma fiche Wikipédia, hein, donc c'est pas ça qui me fait vivre. Mais ils ont eu le besoin, si vous voulez, d'enlever ma fiche Wikipédia pour montrer que je n'existais pas. Vous voyez ? Là, ils ont été obligés de la remettre parce que tous mes lecteurs se sont plaints
auprès du PDG de Wikipédia, non pas France mais Monde, mais ils ont trouvé le moyen de dire que j'étais antisémite et je ne sais que je mangeais des enfants et ainsi de suite. Voilà. Mais oui, mais c'est de n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais, ils en sont là. Ils en sont là. Ils contrôlent tous les médias. Ils peuvent même pas laisser 1%, vous voyez. Ils veulent 100% des médias. C'est la méthode américaine. Voilà. Est-ce que, selon vous, tout à l'heure... Vous avez la même chose. Vous avez... C'est un système, si vous voulez, totalitaire. Alors, c'est un système capitaliste, mais au niveau de l'information, c'est un système totalitaire. C'est-à-dire que dès que vous avez un intellectuel ou un écrivain qui écrit des choses contre le Parti communiste chinois en disant ils sont corrompus, c'est des pourritures. Ils roulent en Rolls alors que c'est des fonctionnaires, ça ne devrait pas être envisageable, etc. Ils se retrouvent en prison ou alors, et s'ils ont de la chance, ils sont extradés aux États-Unis, c'est tout. Enfin, sauvés par les Américains plutôt, qui font ça pour emmerder les Chinois. Mais c'est la même chose, vous voyez. La politique chinoise, en fait, la politique européenne devient une politique chinoise. C'est horrible, en fait. Mais bien sûr. C'est-à-dire Macron... Regardez, l'Europe vous a dit, l'Europe, c'est la libre circulation des biens et des personnes, et de l'argent. La libre circulation. C'est-à-dire que vous n'avez plus de frontières. C'est-à-dire que vous pouvez passer de la France à l'Italie, de l'Italie à la Slovénie, de la Slovénie à l'Autriche, sans jamais, juste avec votre carte d'identité. Vous n'avez pas besoin de passeport. Et qu'est-ce qu'ils sont en train d'installer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent installer? Un passeport sanitaire. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus aller dans un pays si vous n'êtes pas vacciné. C'est pas merveilleux, ça? C'est ce qu'ils veulent faire passer au mois de juin prochain. Voilà. Vous voyez, c'est des mensonges. C'est le Schwab, Davos, Bill Gates et tous ces braves gens sont en train d'instaurer, si vous voulez, le système de contrôle absolu de la population. Tranquillement. Donc Macron, selon vous, il peut vraiment aller plus loin pour contrôler le peuple, aller jusqu'au comme la Chine a installé un système de crédit social? Bien sûr, mais bien sûr. Attendez, c'est sur la table. Ça va passer au mois de juin, ça va passer au Parlement européen. C'est-à-dire même la situation de Covid, enfin de la Covid, c'est beaucoup plus maintenant relativisé, c'est-à-dire c'est beaucoup moins grave. Il y a pas de... Non, il n'y a pas moins grave. Je pense qu'ils vont refaire sortir les variants pour que les gens restent tranquilles chez eux. C'est mon sentiment. J'espère me tromper, sincèrement. J'espère me tromper, mais je peux vous garantir que si les gilets jaunes débarquent à nouveau à Paris pour tout casser, vous aurez un variant qui va se manifester. Avec, vous savez, avec l'institut qui s'appelle ID 2020. ID, c'est Identification ID. Voilà, 2020. Voilà, c'est à partir de là. Et donc, ID 2020 a pour rôle, si vous voulez, à un moment donné, si vous voulez, de mettre ensemble deux bases de données, c'est-à-dire la base de données bancaire, d'accord, la base de données des vaccinés et la base de données des cartes d'identité ou des passeports. Et là, c'est les trois ensemble vont être dans une seule carte. C'est ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous êtes vacciné, vous avez reçu votre 4 doses. Si vous avez vos 4 doses ou vos 20 doses, vous pourrez passer de la France à l'Italie, ou de l'Italie, vous pouvez aller en Australie, et ainsi de suite. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est ce que vous avez déjà en Chine, de toute façon. Ok, donc c'est vraiment le contrôle numérique. Écoutez-moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais pas qu'à vous, Ying. À d'autres fois, c'est même le principe du livre, La vengeance de la planche à billets. C'est très important. Et du livre, le 666, justement, qui s'appelle, qui va amener les peuples à la révolte. C'est-à-dire, utilisation de fausses monnaies qui amène une dictature et après la dictature, la guerre. C'est exactement ce qu'on a, on est dans cette même configuration. Utilisation massive de fausses monnaies par la Banque Centrale Européenne, ou par les Américains, peu importe, amène la dictature sanitaire, voilà, qui elle-même amène la guerre. Vous avez l'Ukraine. Voilà. On est en plein dedans. Voilà. Quand on parlait de 666, quand on parlait de la bête dans la Bible,
Donc, pour vous, la PET, c'est peut-être ce crédit social, c'est-à-dire sans ce crédit social, on peut ni acheter ni vendre. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais écrit. C'est ce que j'avais écrit dans les différents livres. Dans le texte de Jean, il est clairement dit, si vous voulez, si vous n'êtes pas marqué par quelque chose, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de compte en bancaire, c'est la seule chose d'ailleurs. Si vous n'avez pas de compte bancaire, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Mm-hmm. Et maintenant, avec le crédit social, est-ce qu'il y a aussi... Ce sera pareil, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Voilà. Si vous, par exemple, en Chine, si vous êtes un mauvais citoyen, vous ne pouvez pas ouvrir une boutique. C'est ça. En fait, c'est le crédit social. Exactement, vous venez de le dire. Donc, c'est un autre domaine, si vous voulez. Vous savez, c'est pas un hasard si Emmanuel Macron a donné 666 millions à la presse française. Il leur montre bien qu'il les méprise. Il aurait pu leur donner 665 ou 667, ou même 700 ou 600. Ça change. Il n'est plus à 23 millions près. Ils ont la planche à billets pour en faire autant qu'ils veulent. Il leur a dit non. Il a volontairement marqué le coup. 666 millions. Voilà. Vous êtes des prostituées. Je vous les donne. Voilà. C'est très. Vous savez, il n'y a que les gens qui, comme vous, ou certains de nos spectateurs qui connaissent les Écritures, qui peuvent comprendre ça. Le reste de la population n'a rien compris. Quand ils ont vu que Macron donne 666 millions à la presse française, ceux qui n'ont jamais lu l'évangile de Saint-Jean ne pouvaient même pas comprendre de quoi il s'agissait. C'est très fin, hein. Et en fait, maintenant, la réalité, c'est Macron est réélu pour 5 ans de plus. Et en France, il n'y a pas un super-héros qui est apparu pendant les élections. Et qu'est-ce que vous pensez, en fait, sans ce super-héros comme Trump aux États-Unis, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun, en fait, pour que ça peut quand même garder l'espoir, le changement? Écoutez, très sincèrement, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, d'une part parce que tout le monde n'est pas à la même enseigne, par définition. C'est seules les couches populaires, si vous voulez, celles qui comptent, qui sont à 10 € près à la fin du mois, vont faire la différence. Ceux qui ont de l'épargne, etc., pour eux, Macron, pas Macron, tant que leurs biens ne sont pas touchés, il ne se passera rien. La révolution viendra de la couche populaire, de ceux qui sont, comme je vous l'ai dit, à 10 € près en fin de mois ou en fin de semaine. C'est là que ça va. Rappelez-vous les Gilets jaunes, c'est ça qui avait déclenché les Gilets jaunes. Donc, on peut que compter les populations en difficulté, en fait. Attendez, Mao, comment il a fait sa révolution? C'était avec les couches basses, c'était pas avec les intellectuels. Je vous le rappelle. Par contre, ça, c'est une révolution, comment dire, c'est une fausse promesse. C'est une mensonge. D'accord. C'est une mensonge. D'accord. Non, d'accord. De défaite en défaite jusqu'à la victoire, comme disait Mao. C'est ça. C'est ça. J'espère, en tout cas, pour les Français. Justement, avant de conclure notre interview, j'aimerais savoir quel est votre message pour les Français qui s'inquiètent pour leurs enfants, qui veulent même quitter la France. Non, mais attendez, moi, je ne sais pas de... Alors, là, sincèrement, Macron étant élu quasiment à 60% des voix, j'estime, si vous voulez, littéralement, c'est à chaque personne. Ceux qui veulent quitter la France, c'est ceux qui ont voté majoritairement pour Macron. Moi, c'est cette classe sociale qui a voté pour elle. Donc, alors bon, certainement, il y a des gens qui... Non, sincèrement, là, j'ai rien à leur dire parce que tout a été dit. Tout a été dit par l'élection de Macron pour un deuxième terme. Les gens, ça ne leur a pas suffi que leurs enfants soient martyrisés à l'école par le port du masque pendant 2 ans. Ça ne leur a pas suffi de martyriser leurs enfants avec des tests dans le nez, avec des mômes qui hurlent tous les matins pour aller au lycée ou à l'école. Ça ne leur a pas suffi. Et malgré ça, tous ces gens ont voté Macron. Et je peux vous dire que là... c'est pas en tant que journaliste, mais en tant que Ponce Pilate, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. C'est-à-dire que
je peux me regarder dans le miroir parce que j'ai informé les Français en temps et en heure de tout ce qui se passait. Maintenant, Macron, un deuxième terme, moi, là, franchement, je ne peux rien faire. Voilà. Je continue à informer les gens. Maintenant, chacun est libre, si vous voulez, de choisir la corde avec laquelle ils veulent se pendre. Ok. Merci beaucoup, Pierre. Merci infiniment à vous, Ying.